Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous espérons que vous portez bien. Nous sommes en présence ce soir d'un illustre invité, le président national du nouveau mouvement populaire, M. André Bandakani, qui nous fait l'honneur de débattre 1h30 sur le discours du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'occasion du 80e anniversaire du département de Provence. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir mon cher Jules et camarades. Bonsoir à toute la sphère NMP. Aujourd'hui nous formons une communauté d'engagement très active, une communauté vivante. Et les réseaux sociaux sont un élément structurant de vivification de cette communauté. Je suis très heureux de retrouver les camarades, les sympathisants et tous ceux qui sont attachés au combat que nous menons. Merci, Monsieur le Président. Avant d'entrer dans le vif du sujet, votre parti politique, le Nouveau Mouvement Populaire, a tenu tout dernièrement son 3e congrès national. Et les échos que nous recevons de par le monde sont très très édifiants. Et quel est votre ressentiment après cet arrêt majeur sur la vie politique nationale? Donc, c'est un sentiment de plénitude. Dans le sens que nous sommes sur une trajectoire cohérente que nous avons démarrée, que nous avons constituée depuis bientôt plus de 10 ans aujourd'hui. Donc, lorsqu'on observe que la cohérence de notre démarche est de plus en plus partagée au niveau mondial, ça fait qu'on ne peut que se réjouir. Un congrès, avant toute chose, c'est une instance organisée, structurée, autour d'une thématique générale. Pour le cas d'espèce, les ateliers ont permis de ramifier le thème général et le thème central. Donc les discours et le discours de politique générale doivent être en cohérence parfaite avec la thématique. Et cette thématique ne tombe pas du ciel. Elle est la consécration d'une dynamique historique qui a sa cohérence. J'insiste sur le mot de cohérence. Donc, nous avons construit un public panafricaniste depuis plus de 10 ans aujourd'hui qui exige de la cohérence, qui exige de la clarté. Et plus de performance au regard du niveau atteint aujourd'hui dans le combat panafricaniste. Donc il était normal que le discours phare de ce congrès soit à la hauteur de cet enjeu-là. Et il a été. Je suis très satisfait de la portée et de l'impact qu'il a eu. Vous savez, nous, au NMP, nous ne sommes pas des chercheurs de popularité. Il y a une confusion extrême entre la notoriété, la célébrité, la popularité. Nous ne sommes pas dans ces registres-là. Une véritable démarche politique populaire, c'est une démarche politique qui prend en charge le destin collectif de l'immense majorité des personnes qu'on engage dans un combat. Pour le cas d'espèce, ce qui nous préoccupe, c'est de savoir si notre démarche réunit se donne les moyens historiques, pédagogiques, politiques de réussir. C'est ça qui est important. Alors, une telle démarche est extrêmement exigeante, elle est harassante et elle ne saurait s'encombrer d'enfantillage, d'immaturité des chercheurs, de popularité et de célébrité. On n'est pas à ce niveau. Donc, nous savons l'impact que nous allons avoir quand nous préparons un discours. Nous le savons. Donc, ça ne surprend pas, nous le savons. C'est pour ça qu'on peut revendiquer le leadership d'une démarche. Un leader n'est pas surpris par sa propre dynamique, sinon il n'est pas un leader. Un leader incarne une dynamique.
Un leader trace un chemin là où souvent il n'y a pas de chemin. Un leader implémente un projet. Et au départ, on n'est pas nombreux. C'est ça le leadership. On n'est pas nombreux. Mais au fur et à mesure, on partage le projet et beaucoup de gens s'y reconnaissent. C'est ça une véritable démarche populaire. Le reste, c'est de l'enfantillage. Donc nous ne sommes pas surpris par l'impact de ces discours. C'est un discours de vérité, c'est un discours vrai. Ça vient du cœur, raisonné, n'est-ce pas, par, évidemment, la raison. Donc c'est un discours de vérité. Le discours de vérité trouve toujours l'auditoire correspondant. Donc nous ne sommes pas surpris par l'impact de ce discours. Merci, nous retenons que c'est un discours de vérité et vous n'êtes pas surpris par l'impact. Oui, mais il est historique. Il est historique parce que il repositionne le Cameroun au centre du débat politique camerounais. Parce qu'au Cameroun, pendant très longtemps, rarement le Cameroun est au cœur du débat. Au Cameroun, rarement. Ce qui est au cœur du débat, ce sont des égos démesurés, ce sont des positionnements personnels, ce sont des luttes pour le pouvoir. Chacun s'appuyant sur sa stratégie régionale, tribale, clanique et néocoloniale. C'est ça le Cameroun. Mais nous, depuis très longtemps, continuant dans la démarche de nos illustres prédécesseurs, héros nationaux, Oumniobé, Wandé, Moumié et les autres, nous mettons le Cameroun au cœur de la démarche politique. Donc là, on est passé à un autre niveau, qui a été de récapituler toute l'histoire du Cameroun et de présenter au monde en général et aux Camerounais, qui, la plupart du temps, ne veulent même pas, pour certains, savoir ce que c'est, ce qu'on appelle le moteur de l'histoire politique dans leur pays. Le problème national camerounais. La dernière fois qu'un homme politique a parlé de cette façon, c'était Oumniobé. Pour poser le problème national camerounais. Si vous n'avez pas cette perspective, vous ne comprenez absolument rien à la politique camerounaise. Vous faites du bruit comme des politiciens autoproclamés le font. Mais vous ne serez jamais à la hauteur des enjeux. Donc, et la connaissance du problème national camerounais permet de dégager le possible politique au Cameroun, le possible économique, le possible culturel, pas au sens de l'héritage, mais de la créativité, de l'invention culturelle. Bon, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle quand on veut réduire la politique à l'anti-biaïsme primaire d'une part, et de l'autre côté au biaïsme primaire de l'autre part. Donc nous, on dépasse ça. Le Cameroun est trop grand pour ce genre pour un tel rapetissement politique. Donc notre congrès et ce discours avaient vocation à, parce que le temps a été mis pour ça, à remettre le Cameroun de manière claire pour tout le monde au cœur du débat politique. C'était le sujet d'entrée. Je vous en prie. Et nous allons donc passer au point fin du discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, par rapport à la célébration du 80e anniversaire du débarquement. Mais avant toute chose, Monsieur le Président, comment appréciez-vous le contexte de la tenue de ce discours? C'est important de rappeler le contexte dans lequel ce discours a émergé. Parce qu'un contexte, ça implique une histoire. Ça implique des acteurs. Ça implique le lieu. Une mémoire, une grande mémoire de ce qui est commémoré. On ne commémore pas pour commémorer, sauf pour les naïfs. Les commémorations, quand elles sont prises en charge par les États, ne sont jamais gratuites. Elles ne sont pas séparées des enjeux géopolitiques, des enjeux diplomatiques, des enjeux économiques qui engagent ces États-là. Donc, cette célébration se tient dans un contexte précis où le monde fait face à des chamboulements inédits, des chamboulements géopolitiques inédits. En même temps, l'avenir est menacé. Les perspectives du monde sont menacées par la possibilité d'une guerre qui est la résultante
de dynamiques de puissance devenues folles, qui est la résultante des dynamiques impérialistes qui constituent l'identité de certaines nations. Et ça nous met au cœur de la trame de l'histoire du monde depuis quelques siècles. L'histoire du monde qui est marquée par la domination et l'hégémonie de l'Occident. Cette hégémonie s'est traduite par des drames extraordinaires, des génocides ont précédé ici et là l'avènement de cette domination, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Global, c'est d'ailleurs, on ne peut pas expliquer, on ne comprend pas la guerre en Ukraine si on n'a pas cette lecture des événements. Global, colonialisme global, et qui a atteint un point culminant de nos jours par, non seulement au niveau de la crise de la dette au niveau international, qui elle-même traduit déjà l'emballement de l'économie. Et ça, c'est un mot plutôt apaisé, hein, ne pas dire plus, l'emballement de l'économie, qui est une économie truquée, aux dépens des pays faibles, des pays non puissants. Donc on a truqué l'économie, et la dette demande ça. Alors, ça se traduit au niveau géopolitique par des tensions extraordinaires. L'Ukraine, c'est connu, mais ce qui se passe à Gaza, c'est une honte pour l'humanité. Gaza, c'est une honte pour l'humanité. Gaza, c'est la défaite de l'humanité qui se tait et s'affaisse devant un criminel de guerre, un être affreux, le Premier ministre de l'État d'Israël, qui en plein XXIe siècle marche sur toutes les valeurs qui ont constitué le berceau, ou bien les valeurs qui ont constitué ce qu'on pourrait appeler la matrice de la dignité humaine, telle que les uns les autres en conviennent en ce début du XXIe siècle. Et Gaza est en train de nourrir, de féconder, d'accélérer, d'aggraver les conditions d'une troisième guerre mondiale. Mais Israël est là, nague le monde. Son premier ministre nague le monde. C'est-à-dire, toutes les valeurs de l'humanité sont niées par le comportement de ce voyou, il faut l'appeler comme il est, Netanyahou. C'est inacceptable. Est-ce que l'humanité, comment on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on va expliquer ça demain à nos enfants qu'un tel drame s'est produit sous nos yeux? Mais n'oublions pas le Yémen. Ça va devenir une vieille guerre qu'on a oubliée. Mais c'est Gaza qui ramène le Yémen en première ligne. Le Sahel brûle devant le monde entier en mondovision. Et on sait qui met le feu au Sahel. Les puissances occidentales en général et la France en particulier ont mis le feu au Sahel en entretenant une armée de terroristes dont le projet est connu, la recolonisation du Sahel. Donc voilà le contexte dans lequel le monde se tient. Donc une telle commémoration, avec toute sa charge historique, ne pouvait pas échapper à l'emprise, à l'impactation de ce contexte-là. Il est donc normal qu'un tel discours soit apparu, parce qu'il était nécessaire. Il y avait une demande d'un discours de ce niveau. Parce que le pays qui commémore s'appelle la France. Et sa particularité, c'est de persister dans la colonisation du continent africain. C'est ça le problème. Deuxièmement, la charge historique se traduit aussi par le fait qu'il y a une négation d'une vérité historique, à savoir l'apport des Africains pour faire de la France une nation libre, pour ne parler que de la France. Cette vérité historique est niée. Quand elle est reconnue, c'est de façon tronquée. Parce que la grande France ne doit jamais perdre la face. Mais les temps ont changé. Le panafricanisme a fait son œuvre, panafricanisme renaissant, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'arrêt du combat panafricaniste. Ce sont des flux et des reflux dans le combat, mais la continuité est claire pour tout le monde. Donc,
cette séquence-ci nous a mis en première ligne. Et on assume ça, parce que c'est une œuvre grandiose, historique, héroïque, glorieuse. On est très fiers. Alors le panafricanisme a rattrapé le contexte de cette commémoration et fait qu'on ne peut pas commémorer cet événement-là, ce qu'on appelle le débarquement en province, on ne peut pas le commémorer dans un contexte de panafricanisme renaissant sans mettre sur la table les vraies questions. Et le président Paul Biya, le président patriarche, j'ajoute patriarche parce que je suis un Africain, un homme de cet âge, c'est une chance pour toute l'humanité. Mais vous savez que nos positions sur le président Biya sont controversées. Moi, j'aime la controverse, j'aime ce type de controverse. Parce qu'il faut qu'il y ait controverse pour que l'histoire tranche. Et l'histoire tranchera. Et ceux qui font semblant de ne pas voir des vérités, ceux qui font semblant de nier les réalités parce qu'on déteste un homme, parce qu'on hait quelqu'un, mais c'est leur problème. Nous sommes dans la dynamique objective, totalement dépersonnalisée. Donc, le président patriarche a assumé ce rôle historique de parler au nom de l'Afrique et de poser ce problème, tout en respectant les canons diplomatiques, les contraintes d'un chef d'État dans cette situation-là. Mais il a posé le débat, il a parlé au nom de l'Afrique avec les mots qu'il fallait et il a problématisé de la façon la meilleure qu'il soit les enjeux de cette commémoration en ce qui concerne les relations de la France et des pays africains. Merci, Monsieur le Président. Par rapport au contexte que vous venez de développer, vous avez dit qu'il y avait une demande de ce discours de haut niveau. Et lorsqu'on entre dans ce discours, il y a des déclarations très fortes sur lesquelles nous aimerons nous appesantir. Le président Paul Biya nous fait savoir dans ce discours que, je cite, « Nous sommes là pour nous souvenir de leur vaillance, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé pour la liberté et rendre à ces héros un hommage appuyé. » Par cette déclaration, le président Paul Biya n'assume-t-il pas le passé glorieux des héros camerounais et africains? Je vous ai parlé d'une demande. Le contexte là était en lui-même une demande. Vouloir commémorer ce débarquement, c'est remettre sur la table. Contentieux, le mot contentieux n'exprime pas dans sa gravité ce qui s'est passé. De mettre sur la table les enjeux liés à ce que pour un crime, d'abord contre la mémoire, un crime contre l'humanité, si vous avez en souvenir le massacre de Tcharoy, et un crime moral. Mais tout ça, pendant longtemps, a été mis sous le tapis, parce que c'est la France qui écrivait l'histoire de l'Afrique à la place de l'Afrique. Pendant longtemps, c'est la France qui faisait l'histoire de l'Afrique. Pendant longtemps, parce que le panafricanisme connaissait une période de recul, mais maintenant que le panafricanisme est revenu en première ligne, mais il est normal que la France ne soit plus en capacité d'écrire l'histoire de l'Afrique à la place de l'Afrique. Mais maintenant, quand on dit que la France écrivait l'histoire de l'Afrique à la place de l'Afrique, ça va avec la cohorte de terreur, de terrorisme d'État, de terrorisme culturel, monétaire, historique, qui avait construit une chape de plomb et qui donc, cette chape de plomb, fermait les bouches. Fermait les bouches. Et quand les bouches s'ouvraient, sur la chape de plomb, c'était pour répéter la chanson du maître. Ben c'est fini ça. On est dans un contexte, je me répète à dessein, pour toujours faire le lien avec le mouvement panafricaniste renaissant. C'est fini ça. Maintenant, la chanson, ce n'est plus la chanson du maître. Il y a plusieurs chansons sur la table. Et il y a une chanson qui est vraie parmi les chansons. Seules les victimes peuvent écrire leur histoire. C'est quoi cette histoire où c'est le bourreau qui veut écrire l'histoire des victimes? Il n'y a que les Français pour avoir, il n'y a que l'État français pour avoir une telle prétention. Donc là, la demande était donc dans l'air. Puisque vous voulez commémorer quelque chose qui vous lie à l'Afrique, et qu'on est dans un contexte où cette Afrique-là n'est plus la femme sur qui on tape tous les jours et qui réclame les coups de son bourreau. Cette Afrique-là aujourd'hui, elle est debout. Elle est debout de par ses dignes fils qui continuent la tradition panafricaniste. Eh bien, le président Biya a été simplement l'écho, le relais, du haut de sa sagesse, parce qu'il faut concilier la fougue de la jeunesse et la sagesse de l'âge. C'est tout ça qui font
qui assure la victoire d'un combat. Donc, du haut de sa sagesse, de son âge, il a été le relais. D'autant plus que c'est son pays qui était en première ligne. Et le NMP se réjouit que la parole présidentielle ait relayé les échos du congrès, du NMP, au 3e congrès. Puisque au cœur de mon discours de politique générale, il y avait la question de l'internationalité du Cameroun. Nous ne nous sommes pas concertés avec le président Patriarche. Il est trop grand pour nous rencontrer. Donc on ne peut pas soupçonner une espèce de complot caché qui aurait permis d'arranger, comme on dit, en langage familier. Nous sommes heureux de voir que c'est l'écho du discours politique général, où le président de la République remet sur la table la question de l'internationalité du Cameroun, la question de la libération de la France et les enjeux liés à l'apport de l'Afrique. C'est important de le dire. Pour les panafricanistes, c'est très important, c'est un grand écho. D'abord, ça permet de pousser le débat même plus loin que la frontière du moment, à savoir le débarquement en province. Ça va plus loin. La France en particulier, l'Occident en général, se sont arrogés un monopole, le monopole de la délivrance, de l'élaboration et de la production des discours universels, du message universel. Et qui donc fait de ces pays-là, c'est la France, c'est l'Angleterre, ce sont les États-Unis, bref, les pays occidentaux, les seuls à pouvoir produire un discours de lumière sur le monde. La question de l'apport des soldats africains, de l'Afrique à la libération de la France en général, et du rôle du Cameroun comme le lieu où est née la France libre, n'a de sens que si on réconcilie ces séquences-là avec la grande séquence historique qu'a été la révolution haïtienne. Qui est la véritable révolution la plus universelle que l'humanité ait connue? Les Lumières ne sont pas une révolution universelle. Ça, c'est des fanfaronnades de Mélenchon et la propagande de l'impérialisme français. L'universalité dans l'histoire, c'est Haïti. Révolution menée par des esclaves, appelés comme tels. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient des esclaves, ils ont passé leur vie à lutter contre ça. Qui a libéré l'Amérique latine. Et qui a obligé la France à assumer les valeurs prétendument portées par la Révolution française, par ce qu'ils appellent le siècle des Lumières. Très, très rapidement, ces lumières, ces velléités des Lumières ont été éteintes par la réalité et la pratique de l'État français et de l'imaginaire qu'il y avait en France à l'époque, un imaginaire de racisme et de négation de l'humanité des autres peuples. C'est ça l'esclavage. Mais la révolution haïtienne, par le drapeau, par la manière dont elle s'est organisée, la manière dont elle a pensé sa mise en mouvement, a été le lieu par excellence où on a rendu réel, il y avait un projet de rendre réel, d'assumer la véritable universalité. Donc, ça ne s'est pas arrêté avec Haïti. La continuité historique est claire, elle ne s'est jamais arrêtée. Après la séquence d'Haïti, après les congrès panafricains des prédécesseurs du mouvement panafricaniste, il y en a 5. Il y a la séquence des indépendances. Résultat direct des 5 congrès panafricanistes. Et Nkrumah va être le maillon intermédiaire. Et on entre dans le mouvement de décolonisation. Alors, c'est l'entre-deux-guerres. Et il y a un événement majeur qui va avoir lieu et qui va démontrer quel est le projet français. Là encore se pose la question de l'universalité des Lumières. À chaque fois que les dirigeants français ont été confrontés à la nécessité de démontrer que le projet des Lumières était universel, c'est le contraire qu'ils ont démontré. De Gaulle, à la conférence de Brazzaville, dit réduire l'Afrique à être un auxiliaire de la France, de la grandeur française. Et il le dit de façon décomplexée, de manière claire. L'Afrique devient un relais de la grandeur française. Et de là donc, on va massacrer les indépendantistes, massacrer
détruit les mouvements de libération, assassiné des millions de personnes dans divers, si on totalise dans les pays, dans les divers pays où il y avait des mouvements de libération organisés. Donc, il faut faire le lien, il faut toujours faire le lien. On ne comprend pas l'enjeu du débarquement de Provence si on ne fait pas le lien, cette trame, cette longue trame de l'histoire de l'Afrique. Donc le président s'est fait l'écho de rappeler cette dette-là, de rappeler à M. Macron, c'est pas, la dette. Et si on rappelle, c'est parce que justement, la France, dans son historiographie officielle, n'a jamais reconnu à leur juste place cet apport-là. Ben, il est évident que le président n'a pas fait que ça. Mais parlons au nom de l'Afrique, c'était important. C'est-à-dire, le cœur de son propos, ça a été de rappeler cette dette. Et en décrivant de manière détaillée toute la trajectoire, depuis le Cameroun jusqu'à Paris, toute la trajectoire qui a permis à la résistance française, De Gaulle, le général Leclerc et tous les bataillons qui ont été constitués, jusqu'à ce que la France libre devienne une réalité à Paris, de manière détaillée. Et le débarquement de Provence n'est que l'une des séquences. Donc c'est un écho, diplomatique et géopolitique. C'est un écho de sagesse, mais qui résonne dans la mémoire de tous les Africains qui sont en situation et en âge de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Merci, Monsieur le Président. Chers téléspectateurs, nous allons prendre une légère pause. Nous revenons dans quelques minutes. 4, 3, 2, 1. Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure du rôle du Cameroun sur la naissance de la France libre. Mais comment expliquer l'ingratitude dont les Africains font face en France? Nous voyons la montée du racisme en France, et portée par des partis comme le Rassemblement national et d'autres acteurs politiques. Quel est le regard que vous portez sur tout ça? Non, mais c'est l'histoire de l'Afrique et de l'Occident. À partir du moment où on étudie les mécanismes qui ont permis l'enrichissement matériel de l'Occident, jusqu'à son enrichissement financier, à partir du moment où on étudie la base matérielle de la puissance industrielle et financière de l'Occident, on comprend les sous-bassements du racisme. À partir du moment où vous estimez que vous êtes un être supérieur et qu'en réalité vous êtes inférieur, il vous reste à faire quoi? À renverser les valeurs et à démontrer que c'est vous l'inférieur que le supérieur. Ça passe par la négation de la valeur de celui qui vous complexe, qui vous fout le complexe quand vous le voyez. Vous niez sa valeur, vous le défigurez, vous le déformez, vous le détruisez historiquement, pour justement démontrer que vous êtes supérieur. Or, toutes les morales de l'humanité, depuis que l'humanité est humanité, nous enseignent que celui qui est fort n'opprime pas le faible. La véritable force consiste à ne pas opprimer le faible. Quand vous commencez à opprimer un plus faible que vous, c'est vous qui êtes faible. Vous êtes de manière provisoire fort, parce que c'est une force artificielle, mais vous êtes faible. À tous les niveaux, vous êtes faible. Donc, l'Afrique a enrichi l'Occident à tout point de vue et continue de l'enrichir. C'est l'Afrique qui est la base matérielle, même, j'avais le dit carrément, de toute l'économie mondiale. Ça, même avant même l'avènement de l'Occident sur la scène historique. C'est l'Afrique qui est à la base. Ça, c'est l'Afrique. Si vous lisez l'histoire de l'Afrique, si vous convoquez l'esclavage arabo-musulman, indépendamment de tout ce qu'on peut dire pour vouloir nier ça, mais c'est un fait, vous allez voir que l'Afrique, c'est la force de travail des Africains qui porte l'économie mondiale. Ça fait très longtemps que la force de travail africaine porte l'économie mondiale. Et ça gratuitement. L'esclavage, c'était gratuit. La colonisation, pareil. Pareil. Alors, le néocolonialisme, c'est pareil, parce que on fait semblant de dire qu'il y a des échanges. Mais les thèmes de l'échange sont truqués. À tout point de vue, sont truqués. On vous dit, par exemple, que les matières... Il y a un discours maintenant à la mode, c'est que, bon, on est dans l'économie de la connaissance.
c'est un nouveau mot, et de l'innovation. Et du coup, les matières premières dans les chaînes de valeur ne valent rien. Donc, il est normal que l'Afrique ne vale rien parce qu'en Afrique, on ne réfléchit pas, hein, on n'innove pas. Tous on ferme les yeux expressément sur l'impérialisme ambiant qui n'a jamais cessé. C'est-à-dire qu'il y a eu l'esclavage à l'état brut, il y a eu l'esclavage à domicile. C'est le professeur Hamza Boukari qui appelle ça, c'est le nom qu'il donne à la colonisation, et c'est extraordinairement vrai. Esclavage à domicile, après la colonisation, néo-esclavage à domicile, c'est-à-dire sophistication de l'esclavage sur des noms nouveaux de colonisation, de néocolonialisme, d'impérialisme et de globalisation. Ce sont les mêmes violences. C'est la même organisation, c'est la même division du travail, mais qui évolue, mais dont la trame est la même. Mais ça n'empêche pas justement des racistes, ou bien des héritiers des racistes et des impérialistes, de vous dire que non, vraiment, c'est parce que les Africains ne travaillent pas, ils ne sont même pas intelligents, et depuis, ils n'arrivent pas à capter les chaînes de valeur. Ça n'a aucun sens. Tout ça, la preuve, si vous voulez savoir la vérité sur ce mensonge, mais regardez le conflit en Ukraine. Qu'est-ce que ça nous a montré? Que la productivité de l'Europe, par exemple, et de l'Occident, dépendait des matières premières de la Russie. Moins cher. Voilà. Dès qu'il y a eu, par leur propre folie, n'est-ce pas, parce qu'ils sont des colonies américaines, et que leur patron a tapé le poing sur la table, ils sont rentrés en bas du lit, ben on voit ce qui se passe dans leur économie. Donc ce sont des faits. Mais ça, c'est nié c'est nié dans le discours officiel. Donc, je reviens à votre question. C'est-à-dire que le racisme, avant d'être quelque chose de moral, d'intellectuel, de mental, a une base fondamentale qui est le complexe face à autrui. On est complexé. On n'arrive pas à expliquer la différence. On ne la supporte pas. Et en plus, le malheur de l'Afrique, c'est d'être très riche. Dès le départ, riche au niveau climatique, il est très riche. Son climat est extrêmement varié. Il est riche sur le plan géographique. Et il est riche, son sol est extrêmement riche. Il est riche sur le plan humain. Il est même riche du point de vue phénotypal avec sa fameuse mélanine qui dérange. Donc, tout ça a justifié, n'est-ce pas, un complexe raciste qui a postulé tout ce que nous savons et a donc créé cette grande tragédie qui frappe l'Afrique depuis des millénaires et que des fils de l'Afrique entretiennent, mais toujours dans un rapport de maître-esclave. Le maître, c'est l'Occident et l'esclave, c'est désolé de le dire, c'est l'Afrique, c'est le nègre. Monsieur le Président, dans votre développement, vous parliez du complexe raciste dont la France est malade. Et vous disiez que la France n'arrive pas à assumer la différence. Est-ce que c'est ça qui se traduit dans le fait que la France n'a pas réussi à assumer l'internationalité du Cameroun? Le président Paul Biya le rappelait en faisant savoir que des combattants exemplaires, souvent héritiers des traditions guerrières immémorables, admirables de courage, d'audace et de loyauté, ils ont été les artisans de la victoire. Leur sang est à jamais mêlé à d'autres sangs pour l'étendard éternel de la France et de ses alliés. Comment la France réussit toujours au XXIe siècle à vouloir occulter cette internationalité du Cameroun? Mais la France est devant un problème extraordinaire, comme d'ailleurs l'Occident. C'est la tragédie de l'oppresseur. C'est qu'un jour, celui qui est opprimé soit en situation de force où les rapports sont renversés. Et que désormais, l'oppresseur historique soit en situation d'être lui-même, de se retrouver lui-même dans la condition qu'il a imposée à l'opprimé. Ça, c'est quelque chose qui est inenvisageable pour l'oppresseur, de manière fondamentale. Mais pour le cas particulier de la France et de son rapport au Cameroun, puisque vous mettez sur la table la question de l'internationalité du Cameroun, il faut d'abord bien préciser ce qu'on entend par l'internationalité du Cameroun. C'est important de le préciser. Le Cameroun n'a jamais été une colonie. Pourtant, c'est la terre qui a été visitée par tous les projets de colonialisme. Tous ceux qui avaient la volonté de bâtir un empire colonial sont passés par le Cameroun. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, tous sont passés au Cameroun. Et quand ça n'a pas été une colonisation politique, ça a été une colonisation religieuse. Toutes les missions chrétiennes, pour parler seulement de la chrétienté, c'est pareil pour l'islam. Toutes les missions chrétiennes sont retrouvées au Cameroun. Donc c'est un pays spécial. Et
le Cameroun a été pendant un temps la capitale internationale de la colonisation. Puisque, si on prend l'exemple du tribunal de l'équité, qui avait été érigé à Douala, mais ça gérait les contentieux entre toutes les nations, ce qu'ils appelaient les indigènes, mais tous les commerçants, anglais, français, allemands, tout ce qui trafiquait au Cameroun était dans ce tribunal-là. Mais quand on a érigé le tribunal de l'équité, quel était le statut du territoire? L'Allemagne, c'était un protectorat. C'était un protectorat. Alors, quand l'Allemagne perd la guerre, le pays devient un condominium dans un premier temps. C'est-à-dire une forfaiture organisée entre la France et l'Allemagne. On a dit condominium. Donc, ce n'est pas une colonie. Après, ce sont les régimes de mandat. Après, c'est la tutelle. Ce n'est pas les Camerounais qui ont demandé ces statuts. C'est eux-mêmes qui donnaient le statut. On ne leur a rien demandé. Ils s'asseyaient, ils ont compris, après d'avoir beaucoup réfléchi, imaginé, dans leur transe coloniale. On ne sait pas, vous et moi, ce qui les a amenés à ne pas dire qu'on est une colonie. Ils auraient pu dire ça. Mais non, ce sont des statuts juridiquement constitués, établis. Mais quand la France arrive au Cameroun et l'Angleterre, ils sont face à ce problème. Ils sont face à ce problème. C'est d'abord le condominium. C'est-à-dire un accord de bandits, en fait, entre la France et l'Angleterre, qui n'est basé sur rien. Constatant ça, on est obligé de passer sur le régime de mandat. C'est là où la France décide de ne jamais accepter ça. Comment est-ce que le Cameroun n'est pas une colonie? Et la France va donc transformer le régime de mandat et le régime de tutelle comme plutôt un moyen pour lui de faire du Cameroun une colonie de facto. C'est ça la grande bataille historique des patriotes camerounais. Depuis l'Allemagne, le protectorat, c'est un accord sur le plan, on appelle ça comme ça, le traité germano-douala. Les chefs, voilà. C'est un traité, on parle français, c'est un traité. Un traité, sur le plan juridique, c'est un traité, c'est-à-dire c'est d'égal à égal, c'est un traité. Et l'Allemagne a transformé le traité en protectorat. D'abord, parce que ce n'est pas la même chose, hein? En protectorat. Et maintenant, a décidé de faire du Cameroun une colonie allemande par la violence la plus sauvage. L'Allemagne a démontré sa sauvagerie dans cette période-là, en lançant la conquête du Cameroun. Et il y a eu une grande résistance du peuple camerounais, une grande résistance, glorieuse. Donc, l'Allemagne perd la guerre, et il s'ensuit donc une querelle entre les colons. L'Allemagne réclame le Cameroun et lance une grande campagne internationale intense pour récupérer, entre guillemets, sa colonie. Entre guillemets. La France donc panique. Elle panique donc. Avec l'anglais, ils commencent à faire des compromis en s'entendant entre eux. Et rapidement, ils réduisent, bon, territoire sous mandat. Il y a la question de l'héritage allemand qui est là. Et au Cameroun, ça pèse jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça pèse jusqu'à aujourd'hui. Ça devient territoire sous mandat. Je crois sous la SDN. Territoire de mandat veut dire que tu n'es pas une colonie. Et que l'État qui exerce le mandat n'a aucun droit, écoutez bien, n'a aucun droit en dehors de l'administration du territoire. C'est écrit dans les textes, allez lire. Hein? Ils n'ont aucun droit, aucun autre privilège qui soit autre chose que l'administration. Donc lui-même là, il rend compte à l'institution, aux institutions qui gèrent la tutelle. C'est le plan formel. Et sur le plan de jure. Après, c'est le régime de tutelle. Mais la France, après cet entendu avec l'Angleterre, va donc décider que jamais pour la France, notre pays ne sera autre chose qu'une colonie. Mais ça, c'est un arrière. Derrière ça, il y a un arrière-plan raciste, un arrière-plan hégémonique, qui est le propre de l'État français, même depuis sa naissance. Pour que la France soit en paix à l'intérieur avec elle-même, il faut qu'elle colonise. Il faut qu'elle exerce la violence à l'extérieur. Si la France n'est pas en capacité d'exercer la violence à l'extérieur, elle va l'exercer sur elle-même. Vous n'avez qu'à lire son histoire. Donc c'est ça que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Donc, et d'ailleurs, ça prend une tournure forte. Hein, une tournure forte. Et ça me permettra encore d'insister sur l'actualité de cette internationalité. Ça prend une tournure forte parce que, regardez la question de la mémoire historique au Cameroun. Le président Biya a créé une commission, je crois l'année passée, il y a 1 ou 2 ans.
Il crée une commission pour réécrire toute l'histoire du Cameroun. C'est créé, les budgets sont clairs, il y a un décret, c'est clair. Que fait M. Macron? Lui qui dit qu'il n'a rien à voir avec la colonisation, il est très jeune, il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il met sur pied une commission, la commission Histoire et Mémoire pour le Cameroun, et lui, sa référence, c'est 45. Bon, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a pire violence que ça? Mais ce monsieur-là, je ne sais pas, de quel droit il se mêle dans l'histoire du Cameroun? Mais ce n'est pas que de quel droit. La France ne peut pas ne pas s'occuper de l'histoire du Cameroun, parce que le Cameroun a un statut international. Sinon, pourquoi M. Macron veut concurrencer, veut mettre en concurrence une commission nationale créée par le chef d'État du Cameroun, qui lui veut écrire, nous voulons écrire notre histoire. Mais lui, il crée une commission, il met les Camerounais à l'intérieur, sans consulter personne au Cameroun, et il leur donne mandat de venir écrire l'histoire petit 45. Il leur donne de l'argent et il circule au Cameroun. Ce conflit historique, à travers cette concurrence de mémoire que M. Macron veut instaurer, et qui trahit l'impérialisme français, sa sauvagerie, sa barbarie et sa violence extrême, mais qui montre aussi le contentieux camerounais dans sa dimension internationale, c'est-à-dire la question de l'internationalité du Cameroun. Il n'y a pas que la France. Les États-Unis ne peuvent être les États-Unis sans se mêler des affaires du Cameroun. L'Union européenne ne serait plus l'Union européenne si elle ne se mêle pas les affaires du Cameroun. Et le mot mêlé, je suis poli, hein. C'est une démarche coloniale, c'est la continuité coloniale. La Banque mondiale, le FMI ne sont pas Banque mondiale, le FMI, s'ils ne sont pas dans cette démarche, s'ils ne continuent pas cette démarche. Que dit de l'ONU? Son cas est plus grave, parce que c'est elle qui a fabriqué les histoires qu'on appelle aujourd'hui crise anglophone au Cameroun. C'est l'ONU. Donc vous voyez que le Cameroun est un enjeu sérieux pour le monde et pour ce que vous appelez communauté internationale. Le Cameroun, c'est un enjeu. Il faudra bien qu'on explique pourquoi la communauté internationale coloniale n'a pas été en mesure de respecter le statut juridique d'un pays au point d'y créer une guerre civile, d'organiser une guerre civile et a massacré une bonne partie de la population parce que celle-ci revendiquait simplement l'application d'un statut juridique qu'elle n'a pas demandé. Alors, ces massacres-là, ces faits-là, conditions déterminent le Cameroun tel qu'il est aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Vous voyez bien que le NMP appelle donc la question de l'internationalité du Cameroun, le fait que, on voit bien que si le Cameroun veut entrer dans son histoire, veut écrire son histoire sur lui-même, mais il faudra qu'il écrive l'histoire de toute l'humanité. Qu'il écrive l'histoire de l'Angleterre, de la France, de l'ONU, de la Banque mondiale, de l'FMI. Parce que ces gens-là, qu'on ne le veuille pas, ils vont venir se mêler dans notre histoire. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, puisque dès qu'on veut écrire notre histoire, on va les prendre la main dans le sac. C'est rappeler ces faits historiques. Donc, c'est pour ça que nous sommes panafricanistes. C'est pour ça que nous sommes universels. C'est pour ça que le NMP parle d'un panafricanisme du XXIe siècle. Parce que vous ne réglez pas un tel contentieux avec seulement une démarche revancharde. C'est une démarche d'innovation pour anticiper sur la résolution d'un tel contentieux dans une perspective universelle, universaliste. Merci, Monsieur le Président. Vous avez abordé dans vos développements la question du contentieux camerounais dans sa dimension internationale. Et dans le discours du Président de la République, il y a également des déclarations qui méritent un arrêt. Bien sûr. Lorsqu'on le parcourt, il dit, je cite, « La guerre frappe à nouveau aux portes de l'Europe. Elle est désormais proche de nous. Les organisations internationales et le système mis en place au lendemain des 2 guerres mondiales restent perfectibles. Selon vous, cela n'est-il pas la preuve que le système international a failli? » D'abord, il faut saluer l'élégance et le style du patriarche, du sage. Il dit des choses très graves, mais dans un style que lui impose haute responsabilité du président de la République. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Il reste perfectible, c'est l'élégance. Oumniobé, en son temps,
posait déjà ce problème. Oumniobé, le grand Oumniobé, le Podol, le grand. Bon, n'importe qui se lève dit Podol aujourd'hui. Nous parlons du vrai, le grand Oumniobé. A posé ce problème à l'ONU à plusieurs reprises. Chaque fois qu'il allait à l'ONU, c'était pour poser ce problème. Oumniobé disait, mais on n'a pas à prendre l'exemple pour l'indépendance du Cameroun. C'est déjà établi. Il faut simplement que les gens reconnaissent que nous sommes indépendants, c'est tout. Tout est établi, Oumniobé le disait. Donc le président, quand il pose à la face de cette communauté commémorative les problèmes de l'humanité, d'abord je vous appelle d'avoir un fait symbolique au sens africain. Il est le président le plus âgé du monde à l'heure actuelle. Ce n'est pas un hasard. Et nous sommes très attristés que les Camerounais ne le comprennent pas. Bon, attristés, nous ne voulons pas donner du grand moudre aux détracteurs professionnels du pays. Attristés, c'est trop dit. Nous sommes désolés qu'ils ne comprennent pas ce que ça signifie au niveau du monde. D'avoir à la tête de notre pays le président le plus ancien dans la fonction et le plus âgé. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Nous avons donc quelqu'un qui a traversé les âges de la diplomatie mondiale depuis pratiquement 70 ans, qui connaît personnellement les acteurs qui ont construit le monde depuis 70 ans et qui les surplombe de son âge. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont obligé M. Macron à accepter, malgré lui, de reconnaître ce statut de fait, de facto, du patriarche camerounais. Quand, donc, du haut de cet âge, que les Camerounais n'arrivent pas à décoder, bon, on peut insulter, dire qu'il est vieux, pas du pouvoir. Oui, on est libre de faire ça, c'est la démocratie. C'est même la liberté d'expression, version néocoloniale. Mais on ne peut pas faire comme si on ne sait pas ce que ça veut dire. Quand on rentre dans les arcanes africaines, dont beaucoup aiment se revendiquer, beaucoup même disent que non, on est des kémites, nous on défend la tradition africaine, etc. Mais quand on est devant ce genre de faits, on renie, on fait semblant d'oublier. Je prends un exemple. Je sais que ça va faire polémique, mais j'assume ça, je vais maintenant réfléchir. Le patriarche roi de Bamendou, Sokodou, il a quand même né sur son trône. Il a quel âge? Qui est-ce que qui de la communauté de l'Ouest, pour parler comme ça, ou bien un ressortissant de ce village, peut oser mettre sur la table le fait que non, il est trop âgé, il a trop duré sur le trône, sans porter un sacrilège aux traditions? Pourquoi ce qui est vrai là, à ce stade de micro, n'est pas vrai quand ça concerne l'État? On va dire que ce n'est pas que c'est l'État, mais c'est faux. L'État camerounais ne sera État que le jour justement il y aura réconciliation entre le macro et le micro, à ce niveau-là. Mais avant ça, il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on soit cohérent. Je prends seulement ce cas. Ce n'est pas le seul cas. Donc, pour revenir à nos moutons, quand le président soulève les questions internationales, avec le ton, avec les mots qu'il a utilisés, mais il met le monde devant ses responsabilités. Ça a toujours été comme ça. On fait un droit, on élabore un droit, on élabore un corpus légal, on établit les codes de légalité, mais on les viole. C'est-à-dire on instrumentalise, ça devient des instruments de puissance. Le Cameroun est bien placé pour le dire, le président. Parce que le Cameroun a subi ça. On vous donne un statut, on vous reconnaît un statut juridique, mais de facto, on nie ce statut et on impose le contraire. Mais tout en revendiquant la protection, on dit que non, vraiment, nous voulons garantir votre indépendance. Mais on fait le contraire. C'est ça aujourd'hui le droit international, c'est un droit colonial de fait. C'est une codification au niveau international du droit colonial qu'on a maquillé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international, c'est quoi? C'est la synthèse des traités coloniaux et des traités même qui ont prévalu en Occident quand l'Occident s'entre-déchirait dans les guerres civiles interoccidentales. C'est ça qu'on a mélangé, on a dégagé ce qu'on appelle le droit international aujourd'hui. Donc il n'est pas surprenant que le président dit que c'est perfectible. C'est le président qui parle, mais en fait c'est un droit international de la jungle. C'est un droit international du plus fort.
C'est un droit international de la puissance. Et la puissance démontrant ses limites, parce que arrêté par d'autres puissances, soit on considère donc que le choc des puissances appelle un réarmement moral et diplomatique de haut niveau qui va faire passer le droit de la puissance à un droit véritablement universel, soit on est incapable et on continue la course aux armements. C'est ce que le patriarche président dit. Et on sait où ça va conduire l'humanité. On voit déjà au bord de quoi nous nous trouvons. Alors nous parlons. L'humanité tolère, je répète encore ça, le carnage qui est à Gaza, où un génocide s'opère devant nos yeux, et où le Congrès américain reçoit un criminel, un génocidaire. Et après, M. Joe Biden, Obama, toute la clique là, ils vont dire qu'ils sont les démocrates et ils luttent contre l'autoritarisme qui est incarné par la Russie et la Chine, pour ne citer que ces deux-là. Mais on se moque de qui? Le patriarche dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il est clair. Il est clair, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter ça, ça ne mène nulle part. On est devant l'impasse, on est dans l'impasse. Soit l'humanité se donne. Le multipolarisme. Le monde multipolaire. Donc, voilà, moi je pense que on est là au cœur d'un discours qui, au nom de l'Afrique, remet sur la table les revendications essentielles du continent africain. L'indépendance, la souveraineté, et qui s'expriment, qui s'épanouissent dans un cadre international véritablement universel, régi par un vrai droit international. Monsieur le Président, quelle est la portée géopolitique de ce discours? Et quels en sont les bénéfices qu'on peut tirer dans le cadre de la lutte panafricaniste? Les bénéfices sont évidents. D'ailleurs, ça me rappelle un événement, ça me rappelle la voix d'un autre sage qui est parti, le président Déby, assassiné par la France. Mais quand nous on dit ça, on dit, où sont les preuves? Nous avons les preuves. Nous on est prêts à un procès. Nous sommes prêts. D'ailleurs, le président français a confessé lors d'une conférence de presse avec M. Bazoum, sur le perron à l'Élysée, que non, les mercenaires qui ont tué Déby, il a dit que ce sont les rebelles qui ont tué Déby. On ne lui a pas demandé les preuves. Moi, j'affirme depuis l'assassinat du président Déby, moi j'accuse la France, qu'on me demande le contraire. Moi j'attends. Donc on n'est pas dans l'impertinent. Non, nous disons, ce sont des faits. Donc, nous attendons qu'on nous demande, parce qu'on ne peut pas dire que ce sont les rebelles qui ont tué Déby, du haut de son statut de président français. À l'Élysée, si on n'a pas les preuves, c'est qu'on dit. Et à l'époque, le chef des rebelles habitait où? Il était en France, il était à Lyon. Donc, il ne faut pas se moquer des gens. Donc, ça me rappelle le président Déby. Quand le président Déby avait embrassé de jour comme de nuit le combat panafricaniste, et qui avait repris à l'époque la question du franc CFA. Et nous disions à l'époque, il a présidentialisé le débat. À l'époque, nous disions qu'il a présidentialisé le débat, et en le faisant, il avait donné une crédibilité extraordinaire à notre propos. C'était un coup de main extraordinaire, et beaucoup de soi-disant panafricanistes ne comprennent pas la dette que nous avons avec le président Déby Père à son âme, à cause de cet engagement à l'époque. On ne demandait pas plus. À une époque où, effectivement, on avait besoin que le combat passe à ce niveau. Mais là, le président patriarche fait la même chose, à sa manière. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne de l'écho. Et d'ailleurs, je vous renvoie l'analyse qu'en a fait Krenana, Cameroun Tribune, allez lire, commentant ce discours. Et je vous dis, Cameroun Tribune parle de panafricanisme, hein, Cameroun Tribune. Donc les subtilités de la diplomatie n'arrivent plus à se mouvoir en évitant la réalité du combat panafricaniste. C'est quelque chose de fort. Donc le président, il a porté dans ce cadre-là, qui est auréolé d'un prestige tactique et diplomatique,
Mais les débats que nous on met sur la table depuis des années, c'est clair. Il le dit très bien. Il le dit dans son discours comment les souverainetés ne sont pas respectées. Il le dit dans son discours. Il le dit. Comment chacun interpelle le droit international selon sa volonté. Il le dit dans son discours. Comment on méprise les peuples. Mais ça, c'est pas le discours panafricaniste, c'est quoi? Voilà, donc, c'est ça la portée géopolitique, c'est de replacer le panafricanisme à sa place. Rien ne se fera en Afrique désormais si, à quelque niveau que ce soit, on n'intègre pas les enjeux du panafricanisme. Rien ne se fera. Chacun le comprend de nos jours et nous sommes heureux d'avoir été les précurseurs de ce combat. Vous êtes heureux d'avoir été le précurseur de ce combat. Monsieur le Président, j'aimerais m'appesantir maintenant sur le plan géostratégique de ce discours. Le Président, dans son discours, n'a pas omis de s'appesantir sur ces questions. En ces thèmes, je cite, « La géostratégie mondiale reste dominée par la course aux armements. La construction des blocs fait son retour. La guerre froide est de nouveau d'actualité. De nouveaux acteurs à l'instar des sociétés paramilitaires privées. La guerre se fait désormais par procuration. Et si rien n'est fait, le monde se dirige de nouveau vers une ou plusieurs guerres aux conséquences incalculables. » Nous nous souvenons de l'atelier que vous avez animé à Yaoundé, portant sur le problème stratégique du monde de nouveau. Oui. Et où vous disiez que le problème du monde, c'est qu'il n'a pas pensé la guerre comme problème stratégique. Pouvez-vous nous dire en plus quelque chose de plus? Oui, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je salue le lien que vous faites entre les deux interpellations. C'est cet atelier que nous avions à l'époque intitulé c'est quoi, vous avez dit, rappelez-moi le problème stratégique du monde nouveau. On prend un peu de l'âge. Du monde nouveau. Je disais justement que il y a des grands stratèges de guerre dans le monde. Chaque pays a sa stratégie de guerre, a son académie de guerre. Pense la guerre en fonction de ses intérêts. Innove dans les armements en fonction de ses intérêts géostratégiques. Mais aucun pays, ni aucun stratège n'a pensé la guerre comme le problème stratégique. Oui, c'est ce que je disais. Mais c'était un apport nouveau dans l'affaire. Vous voyez, c'est un fait, c'est un constat que nous avons fait. Et le fait de ne pas être en mesure de penser la guerre comme le problème stratégique numéro 1 de l'humanité fait que personne n'est en mesure de stopper la course aux armements. Les gens ne comprennent même pas la nécessité. Je parle de ceux qui sont les acteurs majeurs hein, de cette course-là. Ils ne comprennent même pas la nécessité d'arrêter. Ne dites même pas ça, ils ne comprennent pas. Ça ne vaut même pas la peine de leur parler. C'est ce que nous avons aussi appelé dans un autre cadre l'ivresse de la puissance. On va appeler ça l'ivresse de la puissance. Quand la puissance est ivre, il n'y a plus rien à faire. Les puissants du monde sont dans l'ivresse. La caractéristique de l'ivresse, c'est que vous trouvez normal la course aux armements et vous ne pouvez pas faire sans cela. Ça devient un mode de vie. Dites à l'Amérique d'arrêter la course aux armements, les États-Unis vont disparaître le même jour. Ils ne peuvent pas vivre sans faire ça. La France ne peut pas vivre sans faire ça. L'Angleterre, ils ne peuvent pas vivre sans ça. Et du coup donc, vivre sans la guerre, c'est impensable pour ces gens. C'est ça que nous appelons l'ivresse de la puissance. Ils en sont tellement ivres qu'ils sont aujourd'hui à postuler, à mettre comme principe l'extermination de la population mondiale pour sauver la planète. C'est dit officiellement. C'est le principe écologique, cache pas. La top modèle qui est candidate aux États-Unis, c'est son discours, elle le dit en public. Tous les dirigeants européens le disent. Et c'est la nouvelle religion mondiale, c'est l'écologie. Son principe, c'est que non, l'homme est le premier ennemi de la planète. Et entre les deux, il faut choisir la planète. Oui, d'accord. Donc, pour le faire, on fait quoi? On ne cache plus. Il faut tuer des milliards de gens pour les exterminer. Donc, l'ivresse de la puissance conduit à quoi? Au génocide comme étant une norme pour réguler, soi-disant, pour réguler le destin de la planète. Waouh! Waouh! L'humanité est arrivée à ce niveau. C'est ça l'ivresse de la puissance. C'est ça. Parce que l'Occident ne peut pas faire autrement que ça. Alors, il faut qu'ils inventent la crypto-monnaie comme étant l'avenir de la monnaie, sans régler les problèmes posés par l'existence de la monnaie comme monnaie. Vous voyez, on change le problème par la technologie, on pense non.
Toujours parce qu'on veut être les premiers, on veut dévancer tout le monde pour maintenir le même système. Non, 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 non. On demande de réfléchir sur l'argent, la finance, son rapport aux humains, son rapport à l'économie. Ils sont incapables. Ils veulent de la puissance. Non, il faut décarboner la planète. Décarboner. Il faut laisser les énergies fossiles. Toujours dans la course aux armements veut dire course à l'innovation. C'est la même chose. Les deux sont très liés. Hein, puisque le but, c'est la domination pour la domination. Toujours dominer. Oh, il faut décarboner. Non, non, c'est un pays pauvre qui ne pollue pas, de porter le fardeau de la sortie de l'industrie de matières fossiles. Oh, c'est pas ça l'écologie, si on veut le faire. C'est pas ça l'écologie. Ça n'a pas de sens. Donc, vous voulez maintenir la même hégémonie, l'impérialisme, mais comment on appelle ça, en lui donnant une couleur verte. Voilà, donner une couleur verte. Mais vous ne changez pas les rapports internationaux, vous ne changez absolument rien. Seulement le rapport maître-esclave, sauf que cette fois-ci, c'est un rapport verdi. On va le verdir. Donc, vous voyez, la course aux armements, c'est ça la course aux armements, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la négation de la capacité de l'humanité à vivre à penser une vie sans la guerre. C'est ça qu'exprime la course aux armements. Mais le président rappelle, il est ferme que non, ça ne mène nulle part. Il faut rétablir le multilatéralisme, qui est l'autre nom du monde multipolaire. À défaut de ça, on aura le retour des blocs, on y est déjà. Et la politique des blocs, on sait où ça conduit. Ça conduit à la guerre. Parce que ce n'est pas nouveau dans le monde, hein, les blocs. Ça conduit à la guerre. Donc, c'est la voix du patriarche président, c'est la voix de l'Afrique. C'est ce que l'Afrique peut apporter, va apporter à ce monde qui manque un véritable supplément d'âme. Le supplément d'âme, c'est la capacité à réintroduire les valeurs spirituelles dans la vie des gens, dans la vie des communautés, à mettre la question du sens. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que l'humanité va? Au cœur des démarches économiques, politiques, culturelles, partout. Et c'est l'Afrique qui est en position de le faire. Parce que comme elle n'est pas en capacité de prendre en charge la course aux armements, c'est elle donc qui a vocation à être en première ligne dans la course aux valeurs, dans la course au sens de l'humanité, le sens de la vie humaine sur Terre. C'est l'Afrique qui peut porter ça. Et à ça, on a davantage qu'aucun autre a. L'avantage, c'est que une telle démarche rencontre la volonté divine. Ça, c'est la chance de l'Afrique. C'est la grande asymétrie de l'Afrique. Le grand avantage asymétrique de l'Afrique. Son grand avantage. Et c'est la prophétie du président. Prophétie dit en des termes étatiques, en des termes de la rationalité froide des enjeux de l'État, mais c'est une prophétie. Et du haut de son âge, c'est la parole d'un sage au monde. D'un sage au monde. On peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, mais le président Biya, c'est un fait objectif. On peut ne pas l'aimer ou l'aimer, c'est un fait. Il est là, non? Il est là, vous ne l'aimez pas, vous pas sa chambre, il est là, il parle, c'est un sage. C'est un sage, et c'est ce qu'il dit au monde. Il rappelle, en fait, cette voix en train de dire que on n'accepte pas un monde qui est régi par la course aux armements. On n'accepte pas un monde où c'est la loi de la puissance qui règne. On ne peut pas accepter ça. Parce que ce n'est pas conforme à l'humanité, ce n'est pas conforme aux valeurs humaines, c'est de la sauvagerie, c'est de la barbarie. On ne peut pas se vanter d'entretenir un tel ordre de tout le monde. Merci, Monsieur le Président, pour ce développement très enrichissant. Nous allons prendre une pause et revenir après. Monsieur le Président, vous avez développé un pan d'une déclaration du président Paul Biya lorsqu'il parlait de la course aux armements, les blocs qui se forment, ainsi de suite. Et à cela, il a martelé la position du Cameroun, qui pour lui, je cite, a de tout temps fait recours au dialogue, aux solutions concertées, à la résolution pacifique des différends, la clé de sa démarche pour faire échec à la guerre et résoudre les conflits. Quel bilan peut-on faire de ce positionnement diplomatique? C'est un bilan qui a permis au Cameroun de gérer un équilibre historique très instable à cause de sa fondation néocoloniale, historiquement parlant, qui donc a lancé l'État du Cameroun sur la scène historique avait un handicap majeur, l'handicap d'une histoire truquée, l'handicap d'une indépendance ratée, lié au fait que la France a fait la guerre aux patriotes camerounais, là où la guerre n'était pas nécessaire.
Donc, c'est ça. Donc, le bilan est que le Cameroun a maintenu l'équilibre, un rang dans le monde, donc il lui a permis d'assumer sa vocation dans les conditions de cette séquence-là, cette séquence historique. Ça a permis au Cameroun d'être le pays qui ne s'est jamais ingéré dans les affaires d'un pays voisin, un pays qui n'a jamais été la base pour déstabiliser un autre État. Ça a fait du Cameroun un pays qui n'a aucune base militaire dans un contexte international où il y a une course aux bases militaires, il y a des États africains qui sont très heureux d'en accueillir matin, midi, soir. Ça a permis au Cameroun d'assumer un leadership sous-régional qui a permis de stabiliser toute la sous-région. De stabiliser, pratiquement aujourd'hui, il n'y aurait pas de Centrafrique à l'heure actuelle sans le Cameroun. Ce n'est pas manquer de respect à mes frères centrafricains que de leur rappeler. D'ailleurs, moi, je suis centrafricain, je le dis, à qui l'entendre. Jouer un rôle sous-régional extraordinaire. Jouer un rôle international de haut niveau, mais dans le silence, sans bruit. C'est lorsqu'il y a des choses comme ça que les gens voient l'importance de cette diplomatie silencieuse que le président Biya, c'est son style. Dans ce sens-là, la gestion de la crise de Bakassi est à lui seul un chef-d'œuvre, mais c'est aussi un témoignage, c'est le plus vibrant témoignage qu'on peut faire à la diplomatie camerounaise. Vous avez vu comment, une fois de plus, vous avez vu l'internationalité du Cameroun, c'est Bakassi. On a obligé toutes les puissances hégémoniques à signer, et en le faisant, ils étaient obligés de... C'est vrai qu'ils n'ont pas de parole, mais pour l'instant, ils sont garants de cet accord. Voilà un autre exemple encore du style camerounais en matière de diplomatie. Vous avez vu sur la question en Ukraine. Vous avez vu la position du Cameroun en Ukraine. Donc c'est un pays qui est constant dans sa trajectoire diplomatique. Il est conscient de son histoire, mais les contraintes diplomatiques, les contraintes géopolitiques et économiques, on les intègre, ça débouche sur un pragmatisme diplomatique qui peut désorienter les plus grands idéalistes. Mais quand on n'est pas un idéaliste béat, quand on est un idéaliste qui a les pieds sur terre, on comprend que ça prépare le lendemain meilleur, comme ce qui a été annoncé à cette commémoration du débarquement de Provence. C'est une diplomatie qui est en première ligne dans la diversification des partenariats, sans bruit. Je voulais vous rappeler que le Cameroun a été l'un des premiers en Afrique, peut-être le premier à signer un accord stratégique avec la Chine, d'une certaine dimension, qui a permis au Cameroun de rayonner aux Nations Unies sans bruit. De la preuve, tous les dossiers du Cameroun qu'on a menés à l'ONU dans le sens de déstabiliser n'ont pas prospéré. Pourquoi? Parce qu'il y a un stratège au pouvoir qui a anticipé. Nous donnons des faits. Hein? On donne des faits. Si quelqu'un veut contester, il conteste. On donne des faits. Vérifiables par tout le monde. On n'est pas dans l'amour, la haine de quelqu'un, on donne des faits. Donc, c'est sur la base d'un partenaire stratégique que le président Cameroun a anticipé sur les évolutions géopolitiques mondiales. Il a vu ça avant tout le monde. S'il n'y a pas eu ça, il n'aurait pas réussi la grande réforme de l'armée du Cameroun, qui a permis au Cameroun de neutraliser toutes les menaces que d'autres pays n'ont pas pu neutraliser. Les faits sont là. C'est pas ça parce que le pays a été attaqué violemment. Il a été violemment attaqué. Boko Haram, ce qu'on appelle crise anglophone, ce sont des attaques, des menaces bien organisées. On sait qui sont derrière les puissances, mais neutralisées. Parce qu'on a anticipé. On a diversifié les partenariats. Cette diversification a permis au Cameroun d'occuper une place exceptionnelle dans la géopolitique mondiale et que cette place, il n'est pas déstabilisable. Nous lançons un défi à tous les déstabilisateurs. Venez déstabiliser le Cameroun. Je le dis encore, venez déstabiliser le Cameroun. Mais on dit venez, ils ont déjà essayé. Non, il n'est pas déstabilisable. Pourquoi il n'est pas déstabilisable? À cause du génie avec lequel le président a assumé, sans bruit, le destin international du Cameroun. Cette internationalité, il a su l'assumer. Ce bilan est basé sur est aussi basé sur la spécificité géospirituelle du Cameroun. Voilà un pays où cohabitent toutes les religions du monde. Mais de quelle manière? Il y a une exception religieuse camerounaise dans le monde.
Il y a une exception religieuse, mais c'est parce que le président a su assumer cette internationalité religieuse de son pays. C'est pas lui qui a créé, il a hérité simplement de ça, c'est pas lui qui a créé. Alors bon, évidemment, on va dire, mais quels sont ces grands succès diplomatiques qui ne suivent pas les succès économiques? Ben, je suis désolé pour ceux qui font de la politique politicienne, de la critique pour la critique. L'économie se fait dans un cadre qui rend possible une politique économique. La néocolonie ne peut pas rendre possible une économie. Une politique, ce n'est pas possible. En néocolonie, on gère les crises économiques qui sont engendrées par les patrons mondiaux de l'économie. Parce que qui déterminent l'économie des pays. Bon, on va nous dire, ok, la corruption alors. Mais le Cameroun est dans la corruption. C'est pas le président Biaké. Le décret du général de Gaulle qui crée le Cameroun est un décret qui fait du Cameroun une corruption en soi. Une corruption. Donc le président a hérité de ça, c'est pas lui qui a créé. Maintenant, le débat de savoir qu'est-ce qu'on fait. On compte les effets, on attaque la cause. Nous, on a fait le choix d'être de bons médecins. Nous pensons qu'un bon médecin attaque la cause et les effets vont s'annuler. Maintenant, il y a des médecins qui choisissent de s'occuper des effets. Nous les encourageons. Mais sauf que là, le pansement ne dure pas. Hein. Ça ne dure pas. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, le bilan, il est là, c'est ce que je vous donne. Je vous donne ce bilan-là. Et ça va atteindre une phase de maturité avec la candidature du Cameroun dans les BRICS. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous voyez, les gens ont de la peine à parler de l'atterrissage, de cette diversification des partenariats. Vous voyez, les gens, pourquoi ils ont la peine de parler? Ça cale le coup, parce que les gens ont présenté, c'est un pion de français, c'est le chef des néocoloniaux. Bon, mais les faits sont là. Dans les actes, c'est un néocolonial. Montrez-moi dans la sous-région. Prenez les deux grandes sous-régions africaines. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Là où la puissance néocoloniale règne, c'est qu'elle réussit à faire des pays soi-disant souverains, des bases arrière de ces manœuvres pour aller coloniser d'autres pays. Vous avez vu ça en Afrique centrale? Donc, vous savez, à un moment donné, il y a des débats que nous ne voulons pas faire parce que nous nous rendons compte qu'il y a de la mauvaise foi. De quoi est-ce qu'on parle? Moi, on m'a dit avant, oh non, l'Afrique de l'Ouest est très avancée en intégration, l'Afrique centrale est en arrière. À l'époque, ça, je disais, mais cette intégration est néocoloniale. La CEDEAO, ce n'est pas de l'intégration. J'ai payé le prix. Quand on ne m'a pas dit, on est où aujourd'hui? Par contre, regardez, il y a eu le coup d'État en Afrique centrale. Hein. Le Gabon, il y a eu un coup d'État. Comment est-ce qu'on a géré ça? Comment on a géré? Vous voyez comment on a géré ce coup d'État? Donc, les faits sont là. Ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont sérieux, qui ne sont pas dans la haine gratuite, peuvent voir eux-mêmes les faire. Donc, c'est d'abord... Écoutez, M. Macron qui cire les bottes du président maintenant, là, parce qu'il faut le dire, il cire les bottes du président camerounais. Il est en train de cirer ses bottes, M. Macron. Pourquoi il le fait? Alors qu'hier, il ramenait le président bien au niveau d'interlocuteurs de rue qu'il choisissait dans le cadre de ses pérégrinations, que ce soit au salon de l'agriculture ou dans ses balades. Il ramassait les interlocuteurs de rue, il les mettait au niveau du président. Il réglait les questions de matin dans la rue. C'était pourquoi? Pour humilier le président camerounais. Comme il ne sait pas ce qu'il fait, il s'est agité pour enfin quémander une invitation à faire le Cameroun. On l'a accueilli et on lui a rappelé les élémentaux de la vie internationale sans bruit. Il continue dans ça, mais pourquoi aujourd'hui, ici, les bottes du président? Où sont ces interlocuteurs de rue? Quand son temps, il ramassait au salon de l'agriculture et partout pour parler du Cameroun, pour parler des questions diplomatiques. Vous vous rappelez la phrase? J'ai appelé monsieur le président Biya pour lui dire, vous vous rappelez, comme au quartier, il a fait un peu de vision. Il a mûri, il a grandi, il a vieilli, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoutez, comment moi, président d'une grande démocratie, je peux inviter chez moi le plus grand dictateur d'Afrique? Ça a un sens? Oui. Il peut faire quoi là-bas? Non. On l'a invité. Maintenant, l'inviteur là, il est obligé de l'inviter. Il peut inviter tout le monde. Il y a des présidents en Afrique qui peuvent jouer ce rôle-là. Je ne sais pas le président Angers. Mais le président bien est aussi ancien dans la fonction. Il y a des présidents qui sont anciens dans la fonction. Mais pourquoi c'est le Cameroun? Pourquoi M. Macron, si les bottes du président camerounais, après avoir cherché à l'infantiliser? Bon, ok. C'est un dictateur, soit, ok, on accepte.
Pourquoi le grand démocrate invite un dictateur et lui donne la parole dans une cérémonie comme celle-là? Il est obligé. Bon, ça ne regarde pas. Ça regarde les interlocuteurs de rue qu'on choisissait hier et à qui on faisait croire qu'ils sont devenus importants. Ça regarde M. Macron, qui abat ses contradictions. Et ça regarde la France, grande démocratie, qui héberge les panafricanistes démocrates, qui donnent des leçons matin, midi, soir. Moi, je me demande dans quel état il se trouve actuellement. Qui a demandé à M. Macron pourquoi il fait ça? À quoi a servi le sommeil de Montpellier? À quoi a servi le sommeil de Montpellier? Puisqu'il s'agissait de choisir de nouveaux interlocuteurs avec lesquels on va discuter désormais. M. Mbembe doit aller demander les comptes à son patron. C'est une honte pour M. Mbembe qu'aujourd'hui M. Macron accueille le plus grand dictateur et lui donne la parole dans un pareil temps. Il faut mettre les dictateurs de côté, il ne faut même pas les fréquenter. Donc ça fait, oui, je vous souris, on ne peut que sourire devant ce genre d'enfantillage, de contradictions, de mensonges. Et on voit que des prétendus panafricanistes surfent sur ce type de marécage, idéologique, si on peut appeler ça idéologique, pour évaluer la démarche d'un dirigeant de la trempe du président camerounais. Merci, Monsieur le Président. Nous abordons la dernière question de l'analyse de ce discours. Quelles sont les perspectives que vous entrevoyez pour le monde, l'Afrique et le Cameroun, après avoir écouté ce discours du chef de l'État lors du 80e anniversaire de la commémoration? Les panafricanistes sont de grands optimistes. Ils incarnent ce sourire légendaire, nègre, dont parlait Cheikh Anta Diop, qui n'est pas un sourire de salaud ou d'idiot. Parce qu'il y a des sourires idiots. Nous ne sommes pas des rieurs professionnels. On n'est pas là pour rire. Mais c'est le rire historique. Le rire nègre historique qui incarne l'espoir, qui traduit l'espoir, qui traduit l'optimisme, l'espérance. Mais ce n'est pas une espérance béate. Hein. Nous sommes les descendants des grands résistants qui ont écrit les lettres les plus nobles de l'histoire de l'humanité. J'ai une pensée pour les nègres marrons dans les plantations d'esclaves. Je me demande, mais où est-ce qu'ils ont puisé l'énergie pour faire ce qu'ils ont fait? Pour mettre à terre les esclavagistes. Où ils ont puisé l'énergie? Ça, c'est le nègre, ça, au sens noble du mot. Écoutez, l'avenir est en Afrique, le passé est ailleurs. L'avenir est en Afrique, le passé est ailleurs. Il y a des civilisations qui ont vieilli, ils sont décadentes, sont dans une sérénité historique. La course aux armements renseigne plus que tout. La population mondiale la plus jeune, c'est en Afrique. L'Afrique est encore un territoire presque vierge. Le capitalisme n'y a pas encore achevé son pillage. Qu'il est fatigué. C'est ce que disait Lénine. Lénine décrivait l'âge de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, comme étant un âge de sérénité. Capitalisme sénile, agonisant. Il avait un autre mot pour dire un capitalisme putréfait, la putréfication, agonisant, pourrissant. Voilà, il disait ce mot-là. Un génie à ce niveau, hein, ces prévisions se sont accomplies dans l'histoire. Et on vit ça aujourd'hui à travers la déshumanisation des sociétés occidentales qui sont fatiguées de voir l'être humain et qui envisagent désormais l'avenir avec les transhumains, semi-robots, semi-humains. Tout ça pourquoi? C'est incroyable. Pour la cupidité, les gens, comment on peut adorer l'argent? Le veau d'or. Les gens adorent l'argent, ils adorent le profit au point où ils veulent transformer l'être humain en un transhumain. Et on maquille ça avec les soi-disant inventions technologiques. Les prouesses, mais ça fait rire, quelle prouesse technologique? C'est n'importe quoi, ça trompe les naïfs. Donc, la jeunesse, c'est l'Afrique. La virginité économique, c'est l'Afrique. La puissance spirituelle en termes de valeur, c'est l'Afrique. Les matières premières, c'est l'Afrique. Vous voyez pas que l'avenir, c'est l'Afrique. Mais les panafricanistes ont vu ça depuis la première révolte nègre-marron dans les plantations d'esclaves. C'est ce qu'ils disaient à l'époque. C'est ce qu'ils chantaient. C'était la chanson, c'était la prophétie.
en acte dans le combat. C'est ce qu'ils disaient, ils annonçaient ce monde-là. Un monde comme le Cheikh Anta Diop, qui sera marqué par le sourire africain. Voilà, c'est ça. C'est le message d'espoir que je peux vous donner. Le sourire né, le sourire africain. Merci, Monsieur le Président. Nous allons continuer avec votre mot de fin par rapport à la tenue de cette émission. Vous avez été très très suivis. Ils sont des millions qui sont restés scotchés jusqu'à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Mais je les salue. On fait ça pour eux. Je vais pas taper. Ce ne sont pas des followers, ce sont des militants, ce sont des panafricanistes. Ce ne sont pas des followers. Nous ne cherchons pas les followers. Ce n'a jamais été notre démarche. Donc je les salue. C'est une communauté interactive, au sens, pas seulement au sens numérique du mot. Parce que le numérique, c'est un moyen. C'est une interactivité de fraternité, de combat. C'est une fraternité de vie. Sans eux, on n'est pas, et sans nous, ils ne sont pas. On est ensemble. Donc, je les dis merci pour leur accompagnement. Voilà, c'est pour leur accompagnement et rendez-vous, prochain rendez-vous. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis attentivement tout au long de cette émission. Et nous espérons que vous avez été édifiés sur l'analyse, le décryptage et le décodage du discours du Président de la République, Son Excellence, M. Paul Biya. À vous revoir très très vite. Président Patriarche. Président Patriarche Paul Biya. À bientôt.